milieu du mois de décembre 1999, le président Bédié prend son congé de Noël et se rend à Daokro. Pendant ce temps, à Abidjan, le sergent-chef Ibrahima Koulibaly, généralement appelé Major ou IB, en compagnie des nombreux soldats ivoiriens ayant participé à la mission onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique, vont tous ensemble bloquer les ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle au niveau de Treichville. Les militaires, sous la conduite d'un autre sergent, en l'occurrence M. Bokayapi, soutenu par le bataillon d'artillerie d'Akwedo et du poste érigé aussi bien à l'entrée septentrionale d'Abidjan, notamment à Yopougon au niveau de Jesco, que sur la route menant à Yamoussoukro, vont ensemble contraindre le président Henri Konan Bédié à envisager sa démission. Alors, installez-vous bien, prenez une feuille et un stylo. Dans cette vidéo, on verra le coup d'état de 1999, le contexte et la chute de Robert Guéhi au pouvoir. C'est parti. Depuis Daokro, le président apprend la nouvelle, mais ces informateurs vont juste rester sur la face visible du mouvement des soldats, en expliquant au président Bédié qu'il s'agit tout simplement d'un mouvement d'humeur et des revendications salariales de ces soldats. Avant d'en arriver là, certains soldats s'étaient rendus à un entretien avec le président Bédié pour lui demander leur rémunération, mais Bédié les a répondu par la négative et les a menacés d'une lourde correction en cas de récidive. Ayant donc appris ce qui se passait à Abidjan, la première idée qui est venue à l'esprit du président était de contre-attaquer avec l'aviation installée dans la région militaire de Bouaké. Face à l'intransigeance des soldats qui ne voulaient rien céder sur leurs revendications, qui étaient en réalité juste pécuniaires, Bédié ordonna que la révolte soit réprimée. Cependant, à sa grande surprise, à son ordre, une défiance s'est opposée et ses propres soldats qu'il comptait envoyer sur le terrain se sont rébellés contre lui. Il y a donc un petit intervalle de négociation qui est ouvert entre lui et les soldats. Mais les soldats ne voulaient plus rien entendre de lui et lui ordonnaient de démissionner face à ce qu'ils vivent, y compris tous les maux que vit la population également. Affaibli et incapable de réagir, le président Bédié accepte de démissionner mais décide d'activer sa toute dernière arme. Bédié va très rapidement appeler le Quai d'Orsay dans l'optique que la France, au nom du traité de défense signé sous le règne d'Houphouët-Boigny et qui unit les deux pays, interviennent en sa faveur. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères et les hautes autorités françaises ne vont rien faire pour lui sur ce coup. Ils lui disent que cet accord ne peut être activé si et seulement si le pays est attaqué de l'extérieur, mais dans ce cas, il s'agit d'une affaire ivoiro-ivoirienne. Le lendemain, la Côte d'Ivoire et le monde entier se réveillent en apprenant la nouvelle du coup d'État qui portera le nom de cadeau de Noël. À ce moment de l'insurrection, excepté les putschistes eux-mêmes, personne, y compris les services secrets français dont les agents étaient très nombreux en Côte d'Ivoire, ne croyait au sérieux de ce coup d'État qui était d'autant plus pacifique que beau pour être un vrai dans un continent où tout coup d'État arrive avec l'utilisation de la force et ce, dans le sang. Il faut noter qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine suite à ce coup d'État. Les militaires, les services de sécurité et la gendarmerie ivoirienne, suite à ce gros coup réussi, se sont eux-mêmes félicités en se voyant quitter sous le joug très pesant de l'homme qui était encore au pouvoir, en l'occurrence le président Henri Konan Bédié. Le coup d'État va donc rentrer dans sa seconde phase. Après avoir neutralisé Bédié et l'ayant assigné en résidence très surveillée, en attendant de voir la réaction et le positionnement de la France, les putschistes avec à leur tête le sergent-chef Ibrahima Koulibaly, ne possédant pas le charisme nécessaire et les connaissances pertinentes pour endosser la responsabilité de la présidence de la République, vont se mettre à la recherche d'un homme à même de les guider. C'est donc en ce sens qu'ils iront chez le général Abdoulaye Koulibaly, l'ex-pilote de l'avion présidentiel d'Houphouët, pour lui demander de prendre le pouvoir, mais dubitatif, il refusa et les indiquera une autre personne. Il s'agit du général Lassana Palinfo. Arrivé chez le général Palinfo, les putschistes lui soumettent leur volonté, mais il la déclina sous prétexte qu'il n'est pas le bon. Mais il leur indiqua l'adresse de celui qu'il considérait comme bon. Juste après avoir entendu la volonté des putschistes, il se leva de son fauteuil, prit son téléphone et appela un autre général qu'il pensait intéressé et capable de gérer le pays. Mais il ne lui dira pas concrètement ce qui se passait à défaut d'être écouté et tracé par les services secrets. Il va demander à ce que le général vienne le voir chez lui. Il s'agissait du général Robert Guéhi. Robert Guéhi, n'ayant pas de véhicule à sa disposition, va dire à Palinfo qu'il ne peut pas se déplacer jusqu'à Abidjan sur le tas, car il était à l'intérieur du pays.
Ainsi, Palinfo trouvera la formule magique. Il envoya les soldats à Kabakouma, dans la région de Man, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, là où se trouvait le général Robert Guéhi à l'époque, afin que ces soldats le ramènent à Abidjan pour qu'il fasse ce qu'ils attendent de lui. Avec leur leader IB, Ibrahim Koulibaly, les militaires vont arriver. Le général Robert Guéhi était sur le chantier de construction de sa nouvelle résidence qu'il construisait à Gwessesso, son village natal. Chassé des rangs de l'armée par le président Bédié suite à un quiproquo, Robert Guéhi n'était pas un homme assez populaire. Il était juste un général comme les autres, mais sa particularité, c'est qu'il était très ambitieux. Au sein de l'armée, en dehors des généraux Palinfo et Koulibaly, qui l'appelaient Bob, tous les autres l'appelaient Papa. C'est donc vers ce père que sont allés les enfants pour qu'ils participent au coup et qu'ils soient l'image apportant la garantie, le sérieux et la pertinence à leur coup d'État. C'est donc dans ces travaux qu'il a été pris par les jeunes soldats. Arrivé chez lui à Gwessesso, là où se trouvait le général Robert Guéhi, un village à 4 km de Kabakouma, les soldats exposent ce qu'ils appelaient dans leur jargon le topo, pour désigner le coup d'État au général Robert Guéhi. Pour convaincre le général, IB va aller droit au but en lui disant qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre le pouvoir. Soit les soldats le forceront, soit ils iront avec lui de façon pacifique. Et ce, sous lui-même son accord. Et c'est pour cela qu'ils sont devant lui. C'est dans ce méli-mélo qu'un soldat a sorti son arme de poing très rapidement, puis a tiré une balle au-dessus de la tête du général sur son mur. Jusqu'en 2007, le mur de la maison du général, dans la circonscription de Kabakouma, en l'occurrence dans son village natal à Gwessesso, portait la trace de balle de cet événement qui a été conservé par Robert Guéhi comme une image d'histoire. Prise et par la panique et par l'émotion, Robert Guéhi accepte de prendre la tenue militaire que les soldats lui ont filée et embarque avec eux, direction Abidjan. À ce moment-là, toutes les hypothèses prenaient forme en Côte d'Ivoire et des rumeurs fusaient de partout sur celui qui était et qui serait la tête de ce coup d'État. Était cité tantôt Alassane Ouattara qui avait reçu le général Robert Guéhi près de 2 semaines avant ce coup d'État à Paris en France. Et était aussi cité le nom de Laurent Gbagbo qui était au Gabon à ce moment comme la tête pensante de ce coup d'État. Cependant, personne ne pouvait s'imaginer que le général, viré il y a 5 ans de cela, venait prendre sa revanche sur le président Bédié. Arrivé à Yopougon-Jesco, c'est le sergent Bokayapi qui a pris la relève pour assurer l'entrée triomphante du général Robert Guéhi dans Abidjan, tel le sauveur, le libérateur. Ils vont faire un tour dans un endroit resté secret avant de le conduire dans sa demeure située sur la colline vers la voie de dégagement en face de l'hôtel Ivoire. Dans cette sublime résidence, l'attendait son épouse Rose Doudou Guéhi, d'origine sénégalaise, qu'il rencontrait autrefois dans sa belle jeunesse. Protégé de soldats lourdement armés, le général descendit puis jeta des coups d'œil furtifs avant d'entrer dans la résidence pour téléphoner le général Lassana Palinfo pour se renseigner sur le sérieux du coup d'État, car il doutait encore du fait que ce coup se soit passé très facilement et hyper pacifiquement. Le général Palinfo le rassura, mais il doutait toujours dans son fort intérieur du sérieux du coup. Juste après s'être installé, le sergent IB passa des coups de fil pour s'assurer de la domination de lui et ses amis en ce qui concerne les rapports de force afin de sortir dans les rues d'Abidjan et prendre définitivement le pouvoir. Ainsi, le rapport que lui a été donné signifiait que tous les points stratégiques d'Abidjan, dont la RTI, les 2 ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, l'aéroport, le palais présidentiel, le poste de Jesco, étaient sous contrôle et ceux qui devaient être les points de résistance, en l'occurrence la gendarmerie d'Agban et le camp commando de Koumassi, étaient neutralisés, sans oublier la ville de Bouaké où se trouvait l'aviation qui aurait pu riposter. Tout était verrouillé par les soldats. La seule force armée qui aurait pu opposer une résistance était l'armée française présente sur le territoire ivoirien. Mais elle a décidé de ne rien faire pour aider et sauver le régime de Bédié. Robert Guéhi, sermonné par son épouse et rassuré par les dernières informations recueillies par IB, décide finalement de se lancer sérieusement dans la prise du pouvoir, mais avant cela, il impose à IB une tournée. Il veut passer à la radio Nostalgie, puis à la RTI pour se faire entendre et informer toute la Côte d'Ivoire que le pays a changé de président. Depuis 48 heures, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Nous allons balayer la maison. Mais cette maison, quand elle va être propre,
c'est eux qui vont s'installer. Donc il faudrait déjà qu'ils soient associés. Ils seront largement associés. À la suite de sa déclaration, Laurent Gbagbo, qui était au Gabon suite au choc de l'information, va faire un malaise et va finir par rejoindre Abidjan, mais il ne pourra pas sur le tas, car les militaires avaient tout bouclé. Mais de l'autre côté, il y avait également Henri Konan Bédié, désireux de quitter la Côte d'Ivoire avant qu'il n'ait de nouveaux problèmes avec les dirigeants, était également empêché d'aller directement. C'est en ce sens qu'il va chercher un pays dans lequel passer un séjour avant de se rendre à Paris. Il va donc être secouru par le président togolais d'antan, M. Gnassingbé Yadema, avec un passeport togolais qui va lui permettre de transiter d'abord, et ce avec la protection de l'armée française en Côte d'Ivoire, à Lomé dans l'avion spécial Puma avant d'embarquer pour Paris par la suite, où il passera son exil. Pour tout contrôler, les militaires avaient tout bouclé dans le pays, aussi bien les voies aériennes que celles terrestres, coupant la Côte d'Ivoire du reste du monde. Ayant appris cela, le président gabonais Omar Bongo va très rapidement appeler son ami, le général Abdoulaye Coulibaly, qui était le troisième homme fort du pays à l'époque, afin de solliciter l'ouverture d'un couloir aérien et humanitaire pour permettre à Gbagbo de rentrer au pays. Mais, suite à cet appel, aucun couloir aérien n'est activé à Abidjan. Ce sera à Yamoussoukro que dans l'avion du président gabonais descendra une fois les portes ouvertes M. Koudou Laurent Gbagbo. Lorsque les militaires sortis dans les rues d'Abidjan, c'était la liesse populaire. Les populations les accueillant comme des héros, des sauveteurs. Ce jour-là et les jours suivants, les Ivoiriens, dans leur fort désir de vengeance, n'avaient pas hésité à laisser libre cours à leur colère sur tous les ministres et hommes politiques de façon générale proches de Bédié. Ils n'ont surtout pas épargné M. Donafologo, qu'ils ont surnommé Adidas. Il a été surnommé Adidas à cause de ses trois traits sur le visage qui étaient le signe de la distinction de ses origines sénoufo. Ce jour-là, c'était l'euphorie partout en Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens cassaient et brûlaient des biens au passage en criant haut et fort « Guéhi merci ». De Yopougon à Port-Boué, en passant par la rue 12 et ses avenues marchandes, pas un seul magasin n'a échappé à la casse. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, du nom de l'ancien président français, était appelé le boulevard de la mort. Une folle rumeur circulait dans Abidjan et a poussé le peuple au pire. La rumeur disait que la succursale Ivoirie de Côte d'Ivoire Télécom, située en zone 4C vers l'hôtel Ibis à l'époque, appartenait au fils et à l'épouse de Bédié. Portant Bédié en haine à l'époque, ce qui était à Bédié était au peuple, donc à prendre. En quelques minutes, suite à l'information, le boulevard était surchargé par de nombreuses personnes présentes sur les lieux. Pour eux, chacun devait se servir des avoirs de Bédié. Des écrans d'ordinateur, des claviers, des souris, des chaises de bureau, des téléphones et plein d'autres gadgets ont été minutieusement volés. Les Kassa Yopougon et Adjamé ont offert aux populations des chaussures et les fameux Sebago à la une hyper populaire à l'époque, des vêtements et plein d'autres produits. En 2 jours de pillage au cours desquels les forces de l'ordre se sont d'abord servies, les populations ont bouclé l'activité. Ainsi, Bédié est parti et Robert Guéhi a pris le pouvoir dans le pacifisme. Comme tout bon putschiste arrivé au pouvoir accidentellement, Robert Guéhi n'avait pas les cadres compétents et suffisants pour conduire à bon port un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était encore en danger et incertain du point de vue politico-social. Il va donc appeler les partis d'opposition afin de composer son gouvernement. C'est ainsi que le 18 janvier 2000, il met en place son gouvernement. Dirigé en réalité du bas par le sergent Ibrahim Coulibaly, dit IB, la Côte d'Ivoire avait à sa tête le général Guéhi Robert, qui était le pantin entre les mains du sergent. Dans leur volonté de diriger la Côte d'Ivoire sous l'image de Guéhi, les soldats rappelaient chaque soir au général grâce à qui, mais surtout comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, histoire de mieux l'affaiblir et le contrôler. Les généraux au pouvoir, afin de remercier les jeunes militaires qui les ont positionnés, ont mis en place un système de corruption qui se matérialisait par une cagnotte hebdomadaire qui était prélevée auprès de toutes les grandes entreprises de la place. Ainsi, chaque vendredi soir, les hommes de IB allaient récupérer l'argent chez Robert Guéhi. La Côte d'Ivoire était dès lors sous le rouleau compresseur des idées militaires. Les rues ont été assainies et la sécurité est revenue dans bon nombre de localités et de communes du pays. Ayant pris le pouvoir et désireux de balayer la Côte d'Ivoire, Robert Guéhi va décider de passer en revue la constitution ivoirienne, celle-là même qui suscitait polémique en 1995 et qui a participé à la destruction de la Côte d'Ivoire. C'est donc en ce sens que, bien avant la formation du gouvernement, ce même 24 décembre 1999, suite à la prise du pouvoir, les forces de défense et de sécurité qui occupaient encore la rue ont décidé
dans une proclamation de suspendre la Constitution du 3 novembre 1960, de dissoudre l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et le Conseil constitutionnel. Cela a été fait de manière effective par l'ordonnance numéro 0199 du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution pour une organisation provisoire des pouvoirs publics. Proclamons aussi la mise en place d'un gouvernement de transition appelé le CNSP, le Comité national de salut public, qui regroupera quasiment toutes les forces d'opposition et avec à sa tête le président Robert Gueye. Ainsi, l'article 35 de la Constitution ivoirienne, qui était le véritable problème de la Côte d'Ivoire, devait être révisé. C'est le 3 avril 2000 au Sénégal, à la prestation de serment de Abdoulaye Wade, que Robert Gueye va se faire voler son téléphone avant que les forces de l'ordre ne le retrouvent. Mais là n'est pas le plus important. Car lorsqu'il rentre à Abidjan, Robert Gueye change et décide, contrairement à sa tenue militaire, de mettre un costume. À force d'être contredit et contrôlé par Ibé et ses hommes, Robert Gueye va au coup d'un tête-à-tête dans son bureau avec Ibé, lui dit de ne plus jamais le contredire ou le contrôler, car c'en était trop. Ibé, quant à lui, va sortir son âme et rappeler au président que c'est lui qui l'a rendu président. Face à ce malentendu et sa fatigue de devoir supporter tout cela, Robert Gueye va expliquer tout ce qui se passe à son ami le général Palinfo, qui lui conseillera à Robert Gueye de se débarrasser de Ibé, pas physiquement mais stratégiquement. Flagrant aurait été de le jeter en prison ou de le tuer. Ainsi, Robert va tout simplement et stratégiquement nommer le sergent Ibé au poste d'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, une fonction qui en réalité était exclusivement réservée au colonel. Dans son entêtement, Ibé va refuser d'y aller et continuer sa vie à Abidjan dans son gros 4x4 protégé par ses nombreux gardes du corps. C'est donc face à cette défiance ouverte que Robert Gueye va laisser tomber Ibé pour donner le plein pouvoir à son nouveau bras droit, en l'occurrence Boka Yapi. Dans la rivalité qui les opposait, Boka Yapi et Ibé vont se battre à main nue dans la poudrière d'Akwedo et ce fut un combat magistral entre deux professionnels. Mais Robert Gueye, désormais déterminé à jouer le rôle du président, va mettre toutes les forces armées en alerte contre Ibé, ce qui va forcer ce dernier à se rendre au Canada pour ses nouvelles fonctions. Ibé, avant d'aller au Canada, va faire une transition à Paris pour une discussion approfondie avec l'ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara sur un sujet qui est resté très confidentiel, mais semble-t-il était celui de la préparation d'un coup d'État contre Robert Gueye. En fait, avant qu'il ne soit envoyé au Canada, Robert Gueye, Lassana Palinfo et Ibrahim Koulibaly, en présence de leurs différentes épouses, ont eu une très violente altercation concernant la volonté de Gueye qui est celle de briguer un mandat officiel à la tête de l'État. Contre cet avis, Palinfo et Ibé vont rappeler à Gueye qu'il a fait une promesse sur l'honneur des militaires et qu'il était hors de question de bafouer leur dignité et rien ni personne ne les fera changer d'avis. Au sortir de cette conversation, la rupture était consommée. Pour éviter que ces deux hommes ne l'empêchent, il comptait les éliminer physiquement, mais ça aurait été trop flagrant, d'autant plus qu'ils ont une grosse influence sur l'armée et que la communauté internationale n'allait guère cautionner cela. Robert Gueye va inventer un gros scénario qui sera appelé le complot du cheval blanc. Ce scénario va se matérialiser dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000. Pendant que Ibé, très influent mais loin au Canada, est hors jeu, Robert Gueye voulait s'attacher les services de son sergent Mao Simplice pour le tournage de ce scénario. Mais Mao Simplice était déjà envoyé dans le nord de la Côte d'Ivoire pour enquêter et rapporter toutes les informations à Robert Gueye en tant qu'agent double. Robert Gueye va donc choisir au détriment de Mao Simplice son sergent, alias la Grenade. Un surnom qu'il doit au fait qu'il est très agile et très rapide en ce qui concerne la jetée de la grenade offensive. Il comptera aussi sur la fidélité de son tireur fou, surnommé Zagazaga, y compris son sergent Shérif Ousmane et Sansan Kambiré, suivi du jeune soldat Bassiriki Koulibaly. Robert Gueye va par la suite démettre Palinfo et Ibé de leurs fonctions grâce à un décret sans les informer. Ce jour-là, parti pour une rencontre olympique internationale à Paris, en tant que président des fédérations africaines de judo, le général Palinfo était accompagné du général Mathias Doué, nommé à l'époque ministre de la Jeunesse et des Sports en 2000. Ainsi, tous deux étaient loin d'Abidjan. Les soldats chargés de mettre en place le fameux scénario vont se lancer sous la conduite du sergent La Grenade. Ainsi, pendant plus de 30 minutes, il se mit à tirer des Slaves depuis l'intérieur de la résidence de Robert Gueye vers l'extérieur.
à intervalles réguliers pendant que Robert Guéhi était lui au palais présidentiel à 2 km de sa résidence, le lieu du complot. Pour terminer le scénario, l'officier Anissé Nialé a pris un char de guerre pour foncer dans la résidence du président Robert Guéhi. Suite à cela, ils se mirent ensemble à tirer encore quelques balles sur la résidence, détruisant des meubles, plombant ainsi son véhicule et tuant même son cheval blanc qui s'y trouvait. C'est en hommage à ce cheval blanc que ce complot portera le nom du complot du cheval blanc. Dans la même nuit, le commandant Adama Sidibé de la Marine nationale, tranquillement assis chez lui avec sa famille, reçoit un coup de fil soudain. Au bout du fil, parle l'un de ses amis d'armes qui lui dit que la résidence du général Robert Guéhi vient de subir une attaque destinée à le tuer. À l'époque, Adama Sidibé était le responsable d'aide de camp du général Palinfo qui lui était le numéro 2 du régime de Robert Guéhi. Très vite, Adama enfila sa tenue, prit son arme et rejoignit son poste. En cours de route, il appela son ami et compagnon d'armes, le capitaine Ouassenan. Ouassenan, c'est le fils d'un général des forces armées ivoiriennes, en l'occurrence le général Gaston Ouassenan Koné. Tous deux iront chez le président Robert Guéhi où ils trouveront d'autres soldats, y compris ceux qui ont participé au coup afin d'inspecter sa résidence. Arrivés sur les lieux, il est donc clair pour eux qu'il s'agit d'une attaque destinée à tuer le président. Toutefois, en leur qualité d'hommes d'armes, ils décideront quand même d'enquêter, d'inspecter les lieux pour trouver des indices concrets. Ici, pendant 3 bonnes heures, ils seront à la recherche d'indices. Au bout du compte, un fait insolite leur frappa l'œil. Tous des militaires qui venaient de subir une attaque militaire armée destinée à tuer le président de la République, les hommes du sergent demandé dormaient comme si rien ne s'était produit. Tenus par leur devoir de réserve, ils ne diront pas au grand public ce qu'ils ont vécu, excepté quelques proches à eux. Robert Guéhi désirait que personne ne sache ce qui s'est vraiment passé. Il va en tout bon stratège mettre en place une opération de nettoyage pour se débarrasser de tous ceux qui ont participé au complot du cheval blanc. Pour le faire, Robert Guéhi fera appel à son nouveau bras droit, Boka Yapi, qui en l'espace de 10 mois est devenu lieutenant de gendarmerie. Boka Yapi lança une grosse vague d'arrestations et celle-ci va permettre d'incarcérer tous ceux qui ont participé à cette manœuvre. Ils seront, suite à leur arrestation, conduits à la poudrière d'Aquedo et présentés au monde comme les assaillants qui ont sciemment tenté de tuer le président de la République. Ils seront conduits au camp d'Aquedo, torturés et frappés avant et pendant l'interrogatoire effectué par le procureur d'antan, M. Ange Kessi. Le jeune Sansan Kambiré va expliquer toute l'histoire, évoquant le complot à tous les interrogateurs, mais étant également complices, ils fermeront les yeux sur cette réalité. Torturés dans l'excès, Sansan Kambiré, Adama Sidibé et le capitaine Issa Sako vont être réduits au silence et ce pour l'éternité. Informé de la tentative de coup d'État contre Robert Guéhi depuis Paris, le ministre Mathias Doué en parlera au général Palinfo. Palinfo va très rapidement appeler Robert Guéhi pour prendre des informations et le président le rassura. Cependant, au regard de la situation au pays, il va très rapidement rentrer en Côte d'Ivoire pour soutenir le président. C'est ainsi qu'il informa le général Abdoulaye Coulibaly de son retour. Pendant ce temps, Robert Guéhi avait fait arrêter tous les militaires ayant participé à ce coup, sans oublier ceux qui étaient proches des généraux. Livrés à la torture, ces militaires arrêtés étaient censés accuser Palinfo et Coulibaly comme les instigateurs de cette manœuvre, afin qu'ils soient eux libérés pour la livraison des 2 autres. Robert Guéhi avait déjà fait son plan. Ainsi, pour éliminer le général Palinfo, il a contacté un général français, en l'occurrence le général Janou Lacaze. Ce dernier avait pour mission d'abattre Palinfo dès sa descente de l'avion à l'aéroport. En fait, Janou Lacaze fut membre du comité d'honneur de l'Union nationale des parachutistes français, capitaine de la Légion étrangère, ancien chef d'état-major des armées de 1981 à 1985. Il fut une figure emblématique des opérations commando de la Légion étrangère. C'est aussi le chef des gardes du corps du président de la République française de 1967 à 1970. Aussi, il fut le numéro 2 des services du renseignement militaire, en l'occurrence la S2CE. Il était en 2000 sur la liste des mercenaires internationaux et Robert Guéhi a fait appel à lui. Prêt, il a mis un dispositif qui devait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur accueillir Palinfo. En ce qui concerne l'intérieur, il devait très rapidement capturer et abattre le général Palinfo pour ne pas qu'il échappe au premier piège. En grand penseur, le second piège était très visible car à ce niveau, il y avait un long alignement de nombreux chars qui étaient à l'aéroport en attendant le général Palinfo.
Mais le général Abdoulaye Coulibaly, ayant appris la nouvelle, va s'engouffrer dans un chat pour récupérer personnellement son ami le général Palinfo à l'aéroport, qui a stratégiquement fait un détour pour se cacher dans le salon d'honneur de l'aéroport. En bon militaire, ils ont réussi à corrompre et tromper la garde érigée à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport. Pendant plusieurs heures, les soldats français attendront en vain. Mais, furieux, Robert Guéhi ne laissera pas tomber. Le même soir, il a mis en place un nouveau guet-apens. Le président va envoyer ses mercenaires soldats cueillir les deux généraux dans leur maison, mais des soldats originaires du nord de la Côte d'Ivoire vont récupérer les généraux Palinfo et Coulibaly pour les envoyer à l'ambassade du Nigeria, avant que les mercenaires n'arrivent chez eux. Se trouvant dans une situation délétère, le pays était très bouillant. Dans la même nuit, des jeunes Ivoiriens étaient raflés partout à Abidjan, surtout à Djamé, à Yopougon, à Noumambo et à Niama. Des Ivoiriens ont même été tués dans le quartier de Blocos à Cocody, le quartier dans lequel se trouvait à l'époque l'opposant Alassane Ouattara, qui est rentré au lendemain du coup d'État. Dans l'écriture de son scénario, le général avait oublié son agent double, son agent de renseignement, Mao Simplice. Simplice, afin d'éviter la mort, s'est lui-même rendu à la Mama, la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Il s'y est rendu parce qu'il n'avait pas le temps de fuir Abidjan, qui était encerclé et sous l'emprise totale des hommes du lieutenant Bokayapi. Un peu plus tard, un procès sera organisé et 37 personnes seront portées devant le juge. Il s'agissait de 36 musulmans nordistes et un seul chrétien sudiste. Ce chrétien, c'est Mao Simplice. Quant aux 36 musulmans, il s'agissait de Koné Messamba, Thio Fosier et plein d'autres qui seront dans la rébellion du 19 septembre 2002 qu'on évoquera dans une autre vidéo, et ce, très bientôt. En plus de cela, la Côte d'Ivoire va vivre un pur scénario. En plus des généraux Palinfo et Coulibaly qui étaient déjà accusés, il y avait encore d'autres militaires. L'avocate Aïssata Tall et son ami Bonkunta Diallo, d'origine sénégalaise, vont se rendre en Côte d'Ivoire pour assumer ce dossier et prendre la défense des généraux et des autres accusés. Le premier jour du procès, fait étonnant, contrairement aux 37 détenus, il n'y en aura que 36 au tribunal, car comme l'a dit et ce ouvertement pendant le procès le procureur Ange Kessi, Mao Simplice, qui n'était pas présent, avait bénéficié d'une liberté provisoire. À la réalité, Mao Simplice était utilisé pour des travaux du soir avec le procureur afin de charger les généraux Palinfo et Coulibaly comme étant les véritables coupables. La consigne qui lui avait été laissée était simple et claire. Il devait accuser Palinfo d'avoir acheté les armes et d'être l'instigateur de cette tentative de coup d'État. Mais au tribunal, appelé pour témoigner contre Palinfo, il sera demandé à Mao Simplice de donner des informations sur la maison du général Palinfo, là où il est lui-même allé et a vu ses armes en livraison. Il sera incapable de répondre à cette question et de donner des détails sur la maison de Palinfo. Là où le scénario est tombé à l'eau, c'est lorsque Mao devait donner des explications sur l'ouverture de la porte du garage de Palinfo, là où étaient rangées toutes les armes. Mao Simplice s'est planté et a alerté le monde entier sur la flagrance du mensonge qu'il commit. Quelque temps plus tard, l'on retrouvera le corps de Mao Simplice dans la rue, sans vie. Appelés devant la barre, les généraux Coulibaly et Palinfo, habillés de leur tenue et leurs galons, vont être humiliés sciemment par le président du tribunal qui demandera à ce qu'ils déclinent leur identité et leur nationalité. Devant ce fait, les avocats de la défense vont crier leur indignation, mais le tribunal restera intraitable et ferme. Pendant la première journée au tribunal, les avocats de la défense ont réussi à démonter tout l'argumentaire adverse jusqu'à frustrer le procureur Ange Kessi qui va bloquer le jugement en empêchant les plaidoiries. Il y aura même une altercation entre Ange Kessi et Bonkunta Diallo. Dès cet instant, des soldats de l'armée ivoirienne originaire du Nord vont se porter garant de la sécurité de l'avocate jusqu'à la fin du procès afin que rien ne lui arrive. Le procès continuera jusqu'à la condamnation des prévenus qui, malgré les nombreuses preuves montrées, étaient innocents. La preuve avancée par la partie plaignante et qui a fait la différence, quand bien même elle soit légère, était un document des procès-verbaux d'audition. Dans ceux-ci, les détenus reconnaissaient leur participation au coup d'État. En vrai, l'ensemble des preuves présentées par la partie plaignante étaient basées sur les résultats obtenus suite à la torture des soldats capturés. La Cour va imposer de lourdes peines aux détenus, dont 10 ans de prison pour Adama Sidibé, qui lui a échappé à la condamnation en fuyant le pays pour s'installer dans un pays scandinave. Quant aux autres, ils seront punis avant de sortir de prison pour intégrer la rébellion qui aura lieu le 19 septembre 2002. Et comme je vous l'ai promis, on en parlera très bientôt.
Désireux de mettre un terme à la division de la population par l'extrapolation et l'incompréhension du concept d'ivoirité, le général Robert Guéhi va proposer la révision de la Constitution qui, en son article 35, disait que le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Le débat s'est orienté au niveau de la conjonction de coordination et qui devait être remplacé par « ou ». Le président Robert va organiser un référendum le 24 juillet 2000. Et la question posée à ce référendum était « Approuvez-vous la constitution qui est proposée par le gouvernement de la République ?» Il fallait répondre par un oui ou un non. C'est en ce sens que le oui l'emportera avec 86,58% des voix contre seulement 13,42% des voix qui disaient non. La constitution ivoirienne de 2000 organisait la Côte d'Ivoire sous la forme d'un régime présidentiel avec un président de la République élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, surveillé également par un parlement unicaméral composé de la seule Assemblée nationale. La nouvelle constitution a aboli la peine de mort. Elle a permis au président de convoquer des référendums sur sa seule décision. Et ce référendum est devenu obligatoire pour réviser les articles de la Constitution concernant le mode d'élection, le nombre et la durée des mandats du président, ainsi que l'article imposant cette restriction. Face au véritable problème qu'était l'ivoirité, tous les candidats à la présidence de la République devaient finalement être nés de père et de mère, eux-mêmes nés de parents ivoiriens. De base, la révision de la Constitution imposait cette règle qu'à un seul des deux parents. C'est en ce sens qu'il fallait soit être né de père ou de mère ivoirien afin de pouvoir se présenter aux élections. Mais Robert Guéhi va empêcher cela. Il va imposer la naissance du père et de la mère de nationalité ivoirienne avant de se présenter aux élections. Aussi, l'article 132 a accordé l'impunité aux membres du Comité national de salut public ayant mené le coup d'État, qui sont ainsi protégés de toute poursuite. C'est en ce sens que, suite à l'adoption du nouveau texte promulgué par la loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est passée sous la Deuxième République. Dans le début de cette année 2000, tant attendue par les Ivoiriens, l'équipe nationale de football participait à la Coupe d'Afrique des Nations organisée et par le Nigeria et le Ghana. Les éléphants ont produit une piètre prestation et sont sortis de la compétition dès la première phase. Faute d'être accueillis par les honneurs du peuple, les footballeurs ivoiriens sont attendus avec l'honneur du président de la République. À la grande surprise des footballeurs, lorsque l'avion touche le tarmac de l'aéroport, tous cueillis comme des malpropres indignes, puis conduits sous escorte vers le camp militaire de Zambakro, une localité située au centre de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Pour eux, en l'occurrence les footballeurs ivoiriens, il s'agissait d'un détour touristique afin de se changer les idées puis rentrer chez eux au sein de leur famille. À leur grande surprise, il s'agissait de leur punition qui a été baptisée du sceau du manquement de devoir envers la nation. Si prochainement vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous sur l'écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. L'Occident, y compris la France à sa tête, va s'ériger contre cette décision et demander au général de ne pas continuer sur cette lancée. Accusé de ne pas avoir mouillé le maillot comme il se doit pour le pays, un pays qui avait besoin de rayonner à l'époque sur la scène internationale afin d'inspirer le retour et le renouveau, les footballeurs ivoiriens vont finir incarcérés et ce que le président Robert Guéhi appelait internés, pour reprendre ce qu'il disait, va les forcer à apprendre et suivre une formation au civisme pilotée par les militaires. Ce sera un mélange de cours d'éducation physique et des cours d'éducation civique. Finalement, la France et l'Occident soutiendront le général Robert Guéhi dans cette ambition. En même temps que la communauté internationale riait suite à cet événement, la population ivoirienne friande des buzz va elle aussi s'en réjouir et adhérer à l'idée du président Robert Guéhi. Suite à cette action, l'Afrique tout entière va saluer le président Robert et l'élever au rang d'exemple à suivre. Au sortir de ces événements, l'équipe s'est ressaisie et a commencé dès les premiers résultats à apporter du sérieux dans son jeu. Après la volonté affichée de Robert Guéhi,
qui est celle de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2000, quitte à se mettre à dos toute la communauté internationale. Il désirait suivre des exemples qui en réalité ne sont pas de véritables exemples, tels que le maréchal Amin Dada, devenu président de l'Ouganda, Mobutu Sese Seko Mbembe Zabanga, président de la RDC, le général Olusegun Obasanjo, devenu président du Nigeria, et le général Gnassingbé Eyadema, devenu président du Togo, et plein d'autres cas de présidents généraux. Pour l'empêcher de se présenter aux élections d'octobre 2000, pousser le président Robert Gueye à la reconnaissance d'Alassane Ouattara en tant que potentiel candidat à cette élection, Abdoulaye Wade, président du Sénégal à l'époque, Obasanjo, président du Nigeria, et Eyadema, président du Togo, ont fait partie d'un groupuscule de personnes désireuses de régler ce problème, dont le nom est le Conseil des sages. Suite à plusieurs heures de négociations et la pression mise surtout par l'équipe d'Abdoulaye Wade sur Robert Gueye, ils vont convaincre le général qui va dans la ruse accepter juste de façade pour ne pas faire durer la négociation les propositions de ces trois hommes. Derrière eux, Robert Gueye disait très généralement à ses proches ne pas comprendre concrètement le général devenu président, en l'occurrence Gnassingbé Eyadema, qui pendant plus de 30 ans sans partage au pouvoir vit normalement, voudrait lui donner des conseils et même un manuel dédié à la démocratie. Comme s'ils ne prenaient pas le problème au plus haut degré de leur sérénité, et celle qu'elle demande, l'accord est resté verbal. Aucune signature n'a été apposée sur une feuille quelconque indiquant ce qui venait de se passer entre ces trois présidents et Robert Gueye en ce qui concerne l'accord de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2000. Dans l'insu de tous, les journées du président devenaient de plus en plus longues, l'occupant dans les appartements luxueux de l'Hôtel Ivoire et ceux des cabinets ministériels. Robert Gueye, pendant que certains travaillaient à la lumière pour la stabilité et le retour de la paix civile en Côte d'Ivoire, permettait à d'autres, dont ses collaborateurs, de recevoir des gens capables de lui apporter leur soutien sous sa campagne à l'élection présidentielle d'octobre 2000. En juin 2000, proche des élections, afin d'éloigner un candidat qui pourrait l'empêcher de gagner les élections, la justice ivoirienne, sous ordre de Robert Gueye, a lancé un mandat d'arrêt international procédural contre le président Henri Konan Bédié qui vivait en exil en France suite au coup d'État de 1999. Le motif était détournement de fonds publics. Mais ce mandat d'arrêt était sans une demande d'extradition. En plus de Bédié, l'ancien ministre des Finances du président Bédié, Niamien Angouran, qui vivait lui aussi en France, a lui aussi été placé sous mandat d'arrêt international. Ces deux mandats qui valaient inculpation ont été lancés pour stratégiquement éviter que les banques suisses ne débloquent dans les prochains jours les comptes de l'ancien président et ceux de ses proches collaborateurs qui ont été gelés depuis le 10 mars 2000 à la demande de Robert Gueye. Pour rassurer le peuple, le général Gueye promettait suite au mandat d'arrêt que l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié reviendrait en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une réconciliation lorsque les jeux du jeu politique et démocratique seront établis. C'est donc dans ce méli-mélo que grâce à des contacts secrets, l'opinion publique entendra parler de la relation entre le général Robert Gueye et le président du Bénin, Mathieu Kérékou, qui a décidé d'apporter son soutien à Robert Gueye. Pour empêcher Robert Gueye de continuer sur cette lancée, la communauté internationale, avec la France en tête, va couper toutes les aides financières qu'elle apportait à la Côte d'Ivoire. Dans la souffrance, les agents des médias qui travaillaient pour Robert Gueye, aussi bien les journalistes que les laudateurs, disaient que la Côte d'Ivoire, en réalité, n'a pas besoin de l'aide financière occidentale. Et c'est dans cet élan irresponsable et irrespectueux vis-à-vis du peuple que la Côte d'Ivoire, la locomotive de l'UEMOA, était pilotée par Robert Gueye. Comme tout le monde le savait, à l'époque, la relation franco-africaine n'est pas idéologique ni politique, mais d'ordre d'intérêt et de gain. C'est en ce sens que cette même France qui empêchait Robert Gueye de se présenter à l'élection de 2000 va prendre contact dans l'ombre avec des politiciens ivoiriens, amis ou non à Robert Gueye pour sauvegarder leurs propres intérêts dans le pays. Partant de là, la France va officieusement, et ce par le canal de Guy Laberty et du professeur Albert Bougri, de bons amis à Laurent Gbagbo, soutenir ce dernier pour non seulement lui permettre d'atteindre son objectif, mais surtout faire barrière au président Robert Gueye. Dès cette période au cours de laquelle Robert Gueye deviendra incontrôlable, la sécurité de Gbagbo sera garantie par le 43e BIMA basé à l'aéroport de Port-Boué et composé de plus de 1000 soldats hyper entraînés afin qu'en cas de troubles majeurs à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, de façon générale, Gbagbo soit rapidement protégé, au pire des cas, évacué avec sa famille et quelques proches. En plus du 43e BIMA, le général devenu ministre, M. Mathias Doué, qui était
le général d'antan le plus charismatique et le plus populaire de l'armée excepté Gueye a été contacté secrètement. De ce fait, il mit sa responsabilité première qui était celle de protéger les intérêts de la nation en tant qu'officier supérieur de côté pour des calculs politiques et des intérêts partisans qui lui ont permis de peaufiner ses contacts sans que Robert Gueye ne s'en aperçoive. À cette époque, quasiment tout le monde en avait marre du général Robert Gueye et espérait son départ. Aveuglé par les nombreuses promesses que Gbagbo lui faisait croire, lorsqu'il lui disait qu'il n'allait pas menacer son fauteuil et qu'il fallait tout simplement organiser les élections, les deux, Robert Gueye avait promis à Gbagbo de faire de lui son premier ministre. Gueye ayant affirmé à haute voix qu'il comptait se présenter aux élections présidentielles, va organiser des journées d'insultes publiques avec des médias locaux et internationaux dédiés au ministre français de la coopération Charles Jocelyn, le président du Gabon Omar Bongo Ondimba, mais surtout Abdoulaye Wade qui, d'après le président Gueye, s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Suite à cela, tout était clair. Le général arrivé au pouvoir qui avait pour objectif de balayer la maison a évincé ses compagnons et bloqué ceux qui devaient habiter la maison qu'il était censé nettoyer. Il veut désormais continuer dans la maison en tant que président en passant par les élections d'octobre 2000. Il va stratégiquement se rapprocher de Laurent Donafologo car le temps était trop court pour lui afin de se créer un véritable électorat. Dans le doute, Laurent Donafologo, secrétaire général du PDCI à l'époque, qui avait son président Bédié de l'autre côté, empêché de se présenter aux élections présidentielles, mais surtout de rentrer en Côte d'Ivoire, n'avait personne d'autre sur qui compter. Or, le PDCI en tant que premier parti politique officiel du pays avait un gros électorat et tout ce qu'il y avait à posséder pour permettre à tout homme aspirant à gouverner en Côte d'Ivoire de gagner les élections. Mais très vite, les médias vont mettre cette affaire aux yeux de tous et Laurent Donafologo va s'éloigner du président Robert Gueye. Ainsi, faute d'être le candidat du PDCI, il va s'auto-proclamer candidat du peuple. Sans parti politique, il était donc le candidat indépendant. En moins d'un mois, avec la coopération de Bala Keïta, ancien ministre de l'Éducation nationale, sous le règne du président Houphouët, de gros et nombreux panneaux avec l'image du général vont être placés partout, à plusieurs grands carrefours, et ce au niveau des grandes voies. S'étant dénommé le candidat du peuple, il ira chercher et recevra la bénédiction de tous les guides religieux, excepté celle de l'imam Idriss Koudous Koné. Nous sommes dans le mois tant attendu, le mois d'octobre, et le 7 octobre 2000, soit 2 semaines avant les élections présidentielles prévues le 22 octobre, la Cour constitutionnelle, dirigée par son président, le magistrat Tiakoné, sous l'assistance guidée du président Robert Gueye, avait décidé ce jour-là de présenter la liste des candidats retenus pour l'échéance. Mais ce même jour, plusieurs voyages vers l'extérieur ont été signalés et toutes les compagnies aériennes desservant la Côte d'Ivoire affichaient le plein. Il s'agissait de populations peu ou prou nantis qui fuyaient la Côte d'Ivoire prévoyant le pire. Un couvre-feu à partir de 18h00 a été instauré sur toute l'étendue du territoire national. Dans les rues, il n'y avait que des militaires ou autres forces régulières armées de la tête aux orteils. C'est donc ce soir du 7 octobre 2000 que M. Tiakoné déballait la liste des candidatures retenues. En bon vassal du suzerain Robert Gueye, le magistrat Tiakoné a écarté 15 candidatures, dont Henri Konan Bédié, poursuivi par un mandat d'arrêt, et Alassane Dramane Ouattara pour une nationalité douteuse. Sans oublier M. Émile Pascal Bombé, qui était le candidat par substitution et finale du PDCI en octobre 2000. Seulement 5 candidatures, dont celle de Robert Gueye, Laurent Gbagbo, Francis Vaudier, Théodore Melge, le maire de Cocody à l'époque, et Nicolas Djoulot, fonctionnaire à l'UNESCO, ont été retenus. Ce soir, toute la Côte d'Ivoire s'attendait à un embrasement futur suite au vote. Juste après les informations données par Tiakoné, le président béninois a été interviewé sur la question de l'exclusion de Ouattara et il disait « Ce qui est fait, est fait ». Après s'être interposé et imposé à la volonté du général qui était celle de se présenter aux élections présidentielles, la France va renouer avec le général et rétablir les relations. Surprenant, mais ainsi va la France. Tout portait à croire que la France n'avait jamais rompu avec le général, mais faisait profil bas pour jouer sur plusieurs tableaux. La France était en collaboration avec Gbagbo, mais surtout avec des rebelles qui se préparaient dans le sud du Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire au moment opportun, fomentant ainsi un coup d'État. Ainsi, en même temps que la France assurait son indéfectible soutien à Gbagbo, elle utilisait Mathias Doué, qui dans l'équipe de Robert Gueye travaillait contre son patron. Comme en Côte d'Ivoire, les militaires et les autres forces votent, tous la semaine précédant le week-end des élections, le général Mathias Doué a fait une tournée très rapide et stratégique dans les casernes pour inciter les militaires à voter Gbagbo et non Robert Gueye à l'insu du président Robert Gueye.
L'argument qu'il mettait en avant était que si Gueye gagnait, les Occidentaux couperaient toute relation avec la Côte d'Ivoire, ce qui était inimaginable, dommage pour la Côte d'Ivoire. À cette date de l'année, hormis le capitaine de frégate Henri César Dabalan, Bala Keïta et le capitaine Fabien Koulibaly, qui sont restés fidèles à Robert Gueye, plus personne ne travaillait concrètement pour lui. Le samedi 19 octobre, moins d'une semaine avant les élections, en provenance de Paris, atterrit l'avion qui est le tout dernier vol de Air Afrique avant les élections. De cet avion descend M. Albert Bougri, l'ami de Laurent Gbagbo qui vient apporter son soutien à ce dernier. C'est 3 jours plus tard, en l'occurrence le jour J des élections, donc le 22 octobre, qu'il sera revu par le grand public à Biétry au siège du FPI dans la cité résidentielle de la zone 4C, plaisantant avec Laurent sur certains sujets. Comme dans le monde le plus civilisé, le scrutin du 22 octobre 2000 avait commencé de la plus belle des manières. Tôt le matin, en bons citoyens, les quelques Ivoiriens désireux de choisir leur futur président vont rejoindre les salles de vote. Ainsi, du matin au soir de cette journée, le scrutin s'est déroulé sans le moindre incident, malgré le manque criard d'observateurs internationaux. C'est ainsi que, dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote, commençait à circuler à Abidjan et dans tout le pays que Gbagbo avait disparu. En fait, c'était faux, car après avoir voté, Gbagbo s'est rendu au siège du FPI à Biétry à la zone 4C. Mais ce jour-là, il était en réalité caché dans le véhicule de son conseiller en stratégie militaire, M. Leda Kwasi, qui l'a conduit jusqu'à la base militaire française. Ce dimanche 22 octobre, en dehors des reportages, toutes les 30 minutes, sur la radio mondiale, en l'occurrence RFI, aucune information n'était disponible sur le résultat de l'élection. Et tout au long de la journée du lundi 23 octobre, la RTI, conformément à sa mission de divertissement, a tout au long de la journée amusé le peuple. Au moment où son destin se jouait dans les coulisses des ambassades occidentales, du palais et du camp militaire de Port-Boué, depuis le matin sur les antennes, c'était de la musique et d'autres divertissements au cours desquels paraissaient de temps à autre à l'écran. Dans quelques instants, vous aurez les résultats provisoires de l'élection. Mais ce jour-là, survient un événement hors du commun. Au micro de RFI, qui lui prête son antenne, Laurent Gbagbo va stratégiquement s'aimer le doute et la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. En fait, avant même la fin des dépouillements, étant en sécurité lui, sa famille et ses proches, Laurent Gbagbo va s'auto-proclamer vainqueur de l'élection tout en invitant le peuple à s'apprêter à le soutenir. En réalité, à cet intervalle de l'histoire, personne ne savait qui avait ou allait gagner les élections. Cependant, suite au dépouillement déjà fait, le général était en pole position devant Laurent Gbagbo. Mais Gueye à cette époque n'avait que 2 soutiens majeurs à l'international, en l'occurrence le soutien de Mathieu Kéroukou, le président béninois, et celui de Jonas Savimbi, le général révolté d'Angola. N'ayant pas un véritable soutien, les collaborateurs de Gueye exerçaient une pression folle sur la Commission nationale électorale afin qu'elle déclare Gueye comme vainqueur. Toutefois, le président de la commission électorale, Honoré Gueye, refusa sous prétexte qu'il aimerait aller jusqu'au bout du dépouillement avant de se prononcer. Très rapidement, Honoré Gueye sera arrêté et conduit au sous-sol de la présidence de la République, là où il sera copieusement battu suite à la bastonnade imposée par Boka-Yapi et ses soldats. Le Vakam va gouverner la Côte d'Ivoire jusqu'au 24 octobre à 12 h, date à laquelle le ministre de la Communication, M. Lévy Nyamké, annonça la dissolution de la Commission électorale nationale. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Venez d'accomplir votre devoir de citoyen dont le résultat fait de ma modeste personne le premier président de la Deuxième République. Soutenu par la France et ses médias, Laurent Gbagbo, par l'entremise de RFI, va lancer un appel aux Ivoiriens qu'il appela les démocrates populaires à descendre dans les rues pour empêcher le hold-up qui est en train de se dessiner. Et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Quelques minutes après son discours, des milliers de jeunes gens, les mains vides, n'ayant aucune maturité politique et aucune notion de la manipulation des hommes politiques par leurs verbes, vont se jeter dans les rues d'Abidjan direction le palais présidentiel. Partout, et ce, dans toutes les rues mouvementées, il y avait des gisements de corps sans vie, criblés de balles. Alors que cette partie du peuple se dirigeait vers le palais, les soldats de Robert Gueye, dirigés par Boka-Yapi, vont allumer le feu sur la population sans état d'âme.
Suite aux renseignements recueillis par les agents d'opération sur le terrain, le général, conscient de la volonté visiblement exprimée de son peuple qui souhaiterait le changement, Robert Gueye va, avec en sa compagnie son capitaine Fabien Koulibaly, l'un des rares nordistes ayant échappé à la purge, prendre un hélicoptère afin de survoler la ville pour prendre la température et l'évolution des événements personnellement. Après avoir vu tout le massacre et la souffrance du peuple, Robert Gueye se verra in petto, triste et dubitatif à l'idée de continuer et se maintenir au pouvoir. Très rapidement, il ordonna au pilote de retourner au palais. Une fois au sol, il ira directement dans son bureau. Après plusieurs minutes de dialogue au téléphone avec des ambassadeurs et le cardinal Bernard Agré, il sortira de son bureau avec un gros cartable sous les auspices du conseil du cardinal qui lui disait de laisser le trône sans verser encore du sang. Le bilan du général a été dans la globalité, excepté ce massacre et tous ses complots, une réussite. Lorsqu'il arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire avait une dette de plus de 7 000 milliards. Mais, animé par la volonté d'apporter du changement et son patriotisme, quand bien même il n'était pas assez outillé en la matière, le général a réussi à éponger une bonne partie de la dette, mieux que Bédié au bout de seulement 10 mois de règne. Il avait continué quelques projets du plan national directeur du pays. Lorsque le général Robert Gueye est arrivé au pouvoir, personne n'osait s'aventurer dans des quartiers et communes tels que Adjamé, Abobo et plein d'autres, surtout à certaines heures. Les femmes également étaient pilonnées et largement battues dans leur foyer, mais pour rendre le sourire à tout le monde, Robert Gueye a mis en place le PC Crise, la Comora dirigée par Ibrahim Koulibaly. Il y avait aussi la Brigade Rouge avec à sa tête Boka Yapi, avec une branche armée qui ensemble ont redonné la sérénité et la tranquillité partout dans les grands quartiers et villes de la Côte d'Ivoire qui effrayaient encore la population. Pour régler le cas des femmes battues, le PC Crise, juste suite à un coup de fil, se rendait chez ces femmes pour chicoter copieusement les époux de ces femmes battues et ce devant toute la famille. Suite à une très longue et lourde passée au palais, le général dans le silence fit appel à son aide de camp, le capitaine Fabien Koulibaly, et remercie au téléphone Boka Yapi et toute sa bande qui tenait le pont Félix Houphouët-Boigny et demanda à tous ses hommes sur le terrain de cesser les coups de feu et abandonner leur position suite à son départ d'Abidjan, car il envisageait laisser le pouvoir. Très rapidement, ces soldats qui n'étaient pas au combat ont créé un rassemblement dans la cour du palais présidentiel. Entouré de ces hommes, le général, avec un peu de tristesse et un sourire minaudé, salua pour la toute dernière fois ses troupes. Mais Robert Gueye aurait pu, à ce moment de l'histoire, décider de rester à son poste de président, car sur le terrain, tout lui était favorable. Il y avait une grande différence entre ce qui était vraiment sur le champ de bataille, qui lui était favorable, contrairement à ce qui était raconté par les médias, qui donnait Laurent Gbagbo favorable à l'accession ou à la sauvegarde du pouvoir. En fait, les deux ponts Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, qui constituaient les voies stratégiques qui menaient au palais présidentiel, étaient sous le contrôle de la Brigade Rouge de Boka Yapi. Il y avait également un détachement militaire venu d'Akwedo et soutenu par le camp militaire d'Agban qui lui avait bloqué la zone sud vers Adjamé. En plus de ces mouvements au sol, Robert Gueye avait une aviation qui sécurisait les airs. Mais pour l'intérêt du peuple et le respect des conseils qui lui ont été distillés par le cardinal, Robert Gueye va abandonner l'assaut. C'est ce jour-là que Robert Gueye décida effectivement d'abandonner le pouvoir et rentrer à Gouessesso, son village natal, sans transition aucune. Les partisans de Gbagbo dans les rues avaient dans l'esprit le fait que l'armée n'allait pas ouvrir le feu sur eux. C'était généralement des jeunes qui avaient décidé de donner leur vie afin que Laurent Gbagbo prenne le pouvoir. La Brigade Rouge, soutenue par la lourde artillerie composée de mitraillettes de calibre 12 et sous la supervision de 2 batteries anti-aériennes, a très rapidement ouvert le feu sur les premiers partisans qu'il a vus. La garde républicaine de son côté avait l'ordre de rester dans sa caserne. Les commandos kamikazes tiraient sans limite. La stratégie de Boka Yapi, le chef de la Brigade Rouge qui dirigeait cette opération, en empêchant la garde républicaine de sortir, il voulait en réalité laisser les populations en provenance de Makori, Torpo et Koumassi, Anoumambo et Trècheville monter sur les 2 ponts afin de les prendre en embuscade. C'est à cet instant que, suite à l'avancement de ces populations, l'accord a été donné à la garde républicaine de se projeter vers les 2 ponts pour que la Brigade Rouge ferme une partie et que la garde républicaine bouche l'autre, afin d'encercler les populations sur le pont. C'est ainsi qu'arrivés sur les 2 ponts, les marcheurs avaient retrouvé les hommes de Boka Yapi et la garde républicaine derrière eux, prêts à les tirer là-dessus sans état d'âme.
Boka-Yapi a pris un haut-parleur et ordonna aux marcheurs de soit se jeter à l'eau, soit rester sur le pont pour recevoir les balles. Suite à son compte à rebours, les marcheurs, croyant qu'il s'agissait d'un bluff, sont restés sur le pont sans vaciller. Les 5 secondes passées, Boka-Yapi et ses hommes ont allumé le feu sans état d'âme sur les marcheurs, tuant ainsi un nombre incalculable de personnes qui soit ont reçu les balles, soit se sont délibérément jetées à l'eau dans la lagune ébriée depuis les 2 ponts. De l'autre côté, il y avait les derniers gendarmes fidèles à Robert Guéhi qui tenaient l'autre position, qui ont pilonné les populations en provenance d'Abobo, Adjamé, Yopougon, Williamsville et Cocody. Pendant tout ce massacre, les soldats français protégeant l'ambassade de France ont assisté sans broncher à des scénarios incroyables. Des jeunes criblés de balles venant mourir devant les grilles de l'ambassade demandant de l'aide. De même pour des blessés qui, simplement réfugiés devant ces espaces, ont été remis entre les mains du destin. C'est suite à tout ce vacarme que Robert Guéhi, dans son hélicoptère, a quitté Abidjan, laissant le pouvoir célibataire et disant que Gbagbo l'a roulé dans la farine. Il surnomma donc Laurent Gbagbo le boulanger. Au lendemain de tous ces événements, énormément de corps sans vie flottaient sur la lagune ébriée. Quasiment toutes les familles des communes atteintes avaient des décès à déplorer. Rares étaient les familles qui n'étaient pas endeuillées et personne ne connaîtra effectivement le nombre exact des victimes. Dans ce méli-mélo, aucunement le fils de Laurent Gbagbo, qui avait l'âge des jeunes gens qui se sont fait tuer, n'a participé à la marche. Aucunement Laurent Gbagbo et ses amis du FPI n'ont participé à cette marche. Mais les populations dans le déni total ont perdu des fils et des filles pour un homme politique. C'est donc après que Robert Guéhi ait abandonné le pouvoir que tous les militaires, mais surtout les gendarmes, se sont très rapidement rangés derrière Laurent Gbagbo. Ainsi, ils redonneront vie à toutes les forces constitutionnelles et institutionnelles de l'État, portant et transportant Laurent Gbagbo jusqu'au palais présidentiel après une communion avec le peuple pendant le trajet. Dès cet instant, M. Koudou Laurent Gbagbo est devenu le premier président de la Deuxième République de Côte d'Ivoire. Voici donc en quelques minutes très longues l'histoire du coup d'État de 1999 qui a porté à la tête de l'État un certain Robert Guéhi par inadvertance. Robert Guéhi, qui avait l'amour de la patrie et le sens du patriotisme, a été drogué par la possession du pouvoir jusqu'à mettre en place un complot et plusieurs autres coups bas. Il va céder son fauteuil à Laurent Gbagbo qui, avec la ruse et l'oratoire, l'a dupé et a su prendre le peuple par les émotions. Après avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin, dis en commentaire qu'est-ce que tu penses des années Robert Guéhi et n'oublie pas que les erreurs d'hier ne doivent plus se répéter car toi, qui fais partie du peuple d'aujourd'hui, as compris la politique et la manipulation derrière. N'oublie surtout pas de liker la vidéo, de t'abonner, mais surtout de partager pour édifier d'autres personnes. D'ici la prochaine, porte-toi bien et à très bientôt.